ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, c'est donc le conte, ou plutôt le racontage d'histoire à La Réunion, en mettant au centre de la discussion et de la réflexion les nénènes. Les nénènes qui sont donc celles qui rapiécèrent le tissu humain et culturel de l'île et qui ont transmis des façons de dire et de raconter l'île créole. Pour Christian Floyd-Jalma, dit Pink Floyd, la langue parlée à La Réunion est ce qu'il appelle la langue nénène. Donc, c'est précisément cette langue nénène, son existence et sa forme dans la littérature que j'aimerais aussi explorer aujourd'hui. Ce qui va m'amener dans un premier temps à parler donc de l'esclavage dans les contes et les légendes réunionnaises et de l'irréductible India-Océanité, ou de justement la façon dont l'océan Indien irrigue les histoires, les légendes, les contes et les mythes à La Réunion. Bon, ça, je n'aurai pas trop le temps d'en parler, évidemment. Donc, à l'origine de la parole, il semble y avoir unanimement pour les auteurs les nénènes. Sans surprise, on les retrouve dans l'introduction des Histoires Lacaze de Georges Fourcade, mais aussi sous la plume de Louis Brunet dans justement son introduction, pardon, plutôt sa préface à la colonisation de l'île Bourbon de Jules Hermann. On les retrouve aussi sous la plume de Jules Hermann, par exemple, dans le deuxième tome des Révélations du Grand Océan. De façon plus éloquente encore, Marius Leblond, dans Les Îles Sœurs, reconnaît aussi les nénènes à l'aube de son existence, de son univers et d'une certaine façon de son écriture. Il dit « Les nénènes contribuent autant que les parents à la première éducation et à l'imprégnation. Ce qui reste jusqu'à notre maturité dans la mémoire reconnaissante, c'est les histoires qu'elles racontent du matin au soir, au petit cerveau éveillé et aux yeux extasiés. Tout un folklore s'habille où se mêlent des légendes arabes, des dialogues trop humoristiques de Cafre, des énumérations de trésors indiens, des psalmodies madécasses chinoises, des histoires qui font éclore les rêves en vous évoquant d'autres mondes. » Donc, bien avant les pères et les mères, au plus profond de la mémoire, réside la nénène, berçant les enfants d'histoires et de chansons, comme si elle donnait, tout comme on donne naissance, mais ici, à la parole. Dans une même histoire, elle tisse le monde créole, puisqu'elle en fait donc, la nénène, un grand tissu de paroles où tous se trouvent présents, et en particulier l'océan Indien. Donc, ce sur quoi s'accordent tous les auteurs, c'est également là-dessus, c'est que les nénènes ne transmettent pas uniquement une langue ou des langues, mais des histoires. Ils reconnaissent donc l'influence des nénènes dans leur façon de raconter et de dire, qui imprègnent, pour reprendre les mots de l'auteur, leur propre façon d'écrire, leur propre façon de raconter l'île. Cela dit aussi que ces enfants ici de grandes familles blanches, qui ont été élevés par et à partir de ce qu'ils appellent une langue des nénènes à leur tour, ont comme maillon dans leur généalogie, dans la généalogie de leur discours et de leurs paroles, les nénènes. C'est notamment donc le cas de Jean Albany. Au-delà d'un éveil au langage, ce qu'a transmis, ce qu'a légué, ce qu'a donné en héritage, donc cette nénène dont il parle, qui n'était pas la sienne, mais qui est donc celle de son arrière-grand-mère dans Vavang, eh bien, ce qu'a transmis cette nénène, c'est son propre récit, son histoire, que d'ailleurs se surprend Albany à raconter au cours de sa propre Vavang dans sa mémoire, comme si le fragment du récit de la nénène appartenait à ses propres souvenirs et à sa propre histoire. Et l'histoire qu'il livre, donc, est particulièrement saisissante, puisqu'il s'agit du récit de cette nénène dont le même nom n'a pas été perdu, et ce nom est arrivé jusqu'à nous. Elle s'appelait Malinda. Et il s'agit donc de l'histoire de l'arrivée de Malinda à bord d'un bateau négrier depuis le Mozambique, et de son récit sur le marché des esclaves à Saint-Paul. Ce récit, donc, que fait Malinda, et qu'elle avait fait aux enfants à l'arrière-grand-mère donc, de Jean Albany, et donc qu'elle avait fait aux enfants dont elle s'occupait, est transmis comme un héritage familial par la parole jusqu'à Jean Albany, comme si Malinda avait déposé cette histoire, l'histoire de la traite, l'histoire de l'esclavage, dans ses enfants, comme si elle avait gravé dans la mémoire familiale d'Ézith et de ses descendants, qui deviennent donc tous des réceptacles de son histoire, presque comme s'ils étaient donc
les testaments de la mémoire de la Nénène. Ce qui est assez puissant, puisque le récit d'une femme qui était une esclave arrive finalement jusqu'à nous, aujourd'hui, comme une parole qui s'est échappée du passé, comme une déchirure du temps. Ce qui révèle donc la force de cette histoire et de la parole, justement, de la Nénène. C'est également l'histoire, ou plutôt cette histoire, c'est-à-dire celle de l'esclavage, que la Nénène de la petite Annabelle, qui s'appelle Madame Zézé, lui racontait dans le récit Rivage Maoul d'Alchéné. Elle racontait les fouets, les chaînes que son blanc gardait en trophée dans une pièce de la grande maison qu'elle nettoyait, la cloche qui sonnait toujours, cette même cloche qui jadis rassemblait les esclaves. Elle racontait la servitude, l'humilité qu'elle portait toujours en elle. Elle chantait pour moi des airs venus de là-bas, et je m'endormais, rêvant d'oreilles coupées, de poursuites dans les montagnes, des histoires qui donnaient envie de pleurer, une légende un peu lointaine. Ce souvenir, donc, qui a profondément marqué la petite Annabelle et qu'elle associe à sa Nénène, Madame Zézé, peut s'expliquer, donc, par deux choses. Par le fait que, notamment, la Nénène rappelle doublement la période de l'esclavage, à la fois parce que le nom de Nénène et la fonction de Nénène s'ancre dans l'île à partir de l'époque de l'esclavage, puisque c'était des femmes donc, qui étaient déléguées aux soins des enfants blancs, mais aussi parce que précisément ce sont les Nénènes qui racontent aux enfants dont elles ont la charge le passé de l'esclavage, ce qui fait donc de la Nénène la gardienne de la mémoire de l'esclavage, ce qui est donc parfaitement illustré dans plusieurs des nouvelles du recueil qui est sorti récemment, Nénène porteuse d'enfance. Il est donc caractéristique, dans ce dernier recueil, Nénène porteuse d'enfance, que dans au moins 4 nouvelles, la Nénène qui raconte l'histoire se confond avec le personnage de son récit, et en particulier, elle se confond avec Grand-mère Cal, ce qui n'est vraiment pas surprenant, puisque Grand-mère Cal est la figure même du personnage de contes et de légendes associés à l'esclavage, soit-elle, selon la version, une esclave, une marronne ou Madame des Bassins. La Nénène et Grand-mère Cal, dans les deux cas, sont donc des réceptacles de la mémoire de l'esclavage. On comprend donc bien l'association entre les deux, entre la Nénène et Grand-mère Cal, et leur fusion. Ce lien donc entre Nénène et Grand-mère Cal peut nous permettre d'interroger un autre récit réunionnais, celui de Marguerite Hélène Mahé, Eudora, dans lequel on ne s'étonne pas du rôle que joue le personnage de la jeune esclave, Kala. De son vivant, Kala, donc, qui était une esclave venue du Mozambique, était la compagne de jeu de la fille du maître, Sylvie de Kéroué, et la gardienne. Elle gardait donc aussi Sylvie, étant en cela proche d'une Nénène pour sa jeune maîtresse à qui elle dispensait ses soins. Si on relit donc le récit de Dora à la lumière de ce rôle de Nénène gardienne, Kala, qui est censée, après sa mort, continuer à avertir la famille de Kéroué en poussant des cris funèbres d'oiseaux marins dès qu'un malheur va frapper la famille, peut aussi être lue et être vue comme celle qui rappelle le passé de l'esclavage et du marronnage. Parce que ce dont cette famille se souvient lorsque se fait entendre le cri de Kala, c'est aussi l'époque où des hommes et des femmes étaient des esclaves, comme justement une trace indélébile dans l'histoire de cette famille de ce passé. C'est ici, que trop brièvement, et je vais conclure, que l'empreinte et le filage indien océanique apparaît, puisque Grand-mère Cal, tout comme les Nénènes, est au confluent de diverses origines. De Madagascar, Kala ou Kalanoro, de l'Europe, mais également de l'Inde. Et on peut noter un rapprochement qui résonne particulièrement dans ce qu'on vient d'étudier, le rapprochement qui est fait entre Grand-mère Cal et Grama Kala, c'est-à-dire ces divinités protectrices des villages dravidiens, c'est-à-dire du sud de l'Inde, qui fait donc fort significativement écho, qui explique bien la proximité qu'il peut y avoir entre Nénène et Grand-mère Cal, donc comme ces divinités, comme ces Grama Kala du sud de l'Inde, c'est-à-dire à la fois des mères et à la fois des protectrices. Grama Kala est davantage un bon génie, une protectrice, plutôt qu'un esprit mauvais. Une protectrice donc des esclaves et des subalternisés et de leur histoire, mais surtout une gardienne de la mémoire,
Donc contre tout oubli, contre tout effacement, cette langue nénène que nous parlons et qu'on trouve dans les histoires, c'est précisément également celle de la mémoire et de la mémoire douloureuse. Je vous remercie pour votre attention.